Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de divertissement formulanesque par ici, et vu qu'il y a eu le documentaire sur Braun, tant attendu, qui vient de sortir, je me suis dit autant en blablater un petit peu. J'avais un petit peu, jadis, sans attendre très lointain, parlé de la première saison de Drive to Survive, parce que c'était quand même un truc énorme. Et après, j'ai un peu arrêté, à part en discussion en live, je me suis dit que ça valait plus vraiment la peine de parler de ça. Mais là, pour le coup, la série Braun a été une belle surprise. Je m'attendais à quelque chose d'intéressant parce qu'on a un sujet initial qui est très intéressant. Et au final, j'ai été vraiment conquis par cette série en 4 épisodes de quoi 55 minutes à peu près, 1 heure. On est dans cette fourchette de durée. Et pour replacer un petit peu le contexte, on parle de la saison 2009, que bien évidemment vous connaissez puisque vous êtes tant et tant nombreux, des centaines de millions de personnes à complimenter la review de 2009 que j'ai produite il y a maintenant tant et tant d'années. Ça le fait là où ça fait trop égomaniaque. On va couper. Alors le projet de ce documentaire a été lancé par le célèbre acteur Keanu Reeves, qu'en version française on va simplement appeler Keanu Reeves. Il a initié ce projet il y a quelques années. On était globalement assez enthousiastes, je pense, puisque dans le monde de la Formule 1, un projet qui va parler de l'écurie Braun Grand Prix, on sait tous que ça a été quand même un événement à l'époque, et de le savoir qu'il va être mené par quelqu'un d'assez populaire, parce que globalement, je pense, sans être particulièrement fan personnellement du personnage, je crois comprendre que Keanu Reeves est particulièrement populaire. Et du coup, j'attendais simplement de voir ce que ça allait donner. J'ai pas particulièrement suivi. La série est sortie la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, si tu regardes ce truc plus tard, ou il y a 3... Enfin, il est sorti à un moment, et on l'a regardé, je l'ai regardé avec des copains, les 4 épisodes, et c'était fort excellent, comme je le disais. J'ai été, à la fois, j'ai revécu une histoire que j'ai vécue plusieurs fois, puisque je l'ai vécue en direct à l'époque, j'ai retravaillé une petite série dessus, et en plus, il y a ce documentaire qui est venu compléter des choses, apporter des points de vue qu'on n'avait pas encore, donc c'est un format assez intéressant, et le tout avec une très bonne réalisation, un bon montage. Et pour replacer le contexte, pour les personnes un petit peu moins initiées avec ce qu'est l'écurie Braun, c'est la mort du projet Honda, fin 2008, le projet Honda qui avait vraiment vu le jour en tant que constructeur en 2006, 2007 et 2008, on a eu une flopée monumentale au fur et à mesure des années et une écurie qui s'est totalement planchée sur la révolution technique de 2009. Et lorsque la saison s'est préparée, l'équipe d'ingénieurs était globalement très enthousiaste sur le projet, mais il y a eu la fameuse crise économique de 2008 qui a malheureusement encouragé Honda à dire « Allez, on se casse, ça coûte trop cher, on ne peut plus cautionner ça. » Enfin, c'est trop dur à justifier auprès des instances dirigeantes. Et l'équipe était tellement convaincue d'avoir un projet en béton derrière que c'est le directeur technique Ross Braun qui avait lancé l'initiative de rechercher des sponsors, rechercher des financements. Et vu qu'ils ont finalement trouvé personne, il a racheté l'équipe lui-même pour pas grand-chose. Il a à peine trouvé un petit sponsor. Et en arrivant, l'équipe début de saison a éclaté la concurrence, a remporté les 2 titres. Et ça a été une épopée absolument incroyable. Non, ce n'est pas une épopée. Vous n'êtes pas d'accord avec l'épopée? Non, à l'épopée, je dis non. Comme dans la chanson. Laquelle? On l'écoute. C'est une épopée qui fait non, 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 non. À la revivre, vraiment 14 ans plus tard, je me suis ressenti à nouveau en 2009 à revivre le truc et à me rendre compte d'à quel point c'était totalement improbable. Puisque en travaillant la série, moi-même de mon côté, c'était assez différent. Je travaillais beaucoup avec des souvenirs, beaucoup avec des sources, tout ça. Et finalement, la narration, c'est un petit peu différent. Ceux qui sont dans la même situation que moi, quand on crée des trucs, on n'a pas le même recul dessus. Là, j'étais en mode petit plaid, tasse à thé,
comment ça s'appelle, de la camomille avant d'aller faire dodo, et avec le petit bonnet de nuit, et j'ai regardé le truc, et voilà, totalement replongé en 2009. Alors, bien évidemment, il y a l'histoire qui est totalement improbable et merveilleuse, et ils lui rendent parfaitement justice. Comme je le disais, ils lui rendent justice avec des invités géniaux. Parmi ces invités, notamment Ross Brawn, bien évidemment, qui était à la tête du projet, qui nous parle un petit peu du développement, d'abord la crise économique qu'ils ont subie, de comment l'année a dû être difficile à gérer, parce que financièrement, ils étaient constamment en train de survivre. Ils ne pouvaient pas se permettre de fabriquer de nouvelles pièces. Ils ont dû quand même continuer à licencier un petit peu du personnel pendant la saison. On a même cette anecdote assez incroyable de la première course. Et celle-là, je ne la connaissais pas du tout. Je l'ai peut-être oubliée, mais où les arrêts au stand sont catastrophiques chez Brawn parce que le mécanicien chargé de mettre l'essence était nouveau, l'ancien faisait partie du personnel qui avait été licencié, et ils sont revenus vers lui en lui disant mec, on peut pas te reprendre à plein temps, mais est-ce que tu accepterais de bosser pour nous pendant les Grands Prix? Et du coup, il nous raconte comment le gars, de sa vie de plombier de tous les jours, et dedans, il incrustait les dimanches de Grand Prix pour venir refoutre l'essence pendant les courses. Et il y a pas mal de petites anecdotes comme ça que je vais vous laisser le plaisir de découvrir si vous le pouvez, qui font très plaisir. On a évidemment les deux pilotes, Rubens Barrichello et Jenson Button, Nick Fry qui faisait partie aussi de la direction de l'équipe, quelques ingénieurs. Vous reconnaîtrez des visages familiers, je pense notamment à Chauve, j'ai oublié son prénom, Andrew Chauvelin, qui est toujours chez Mercedes. On pense également au nouveau directeur de l'écurie Williams, qui est James Vowles, qui est resté dans cette structure pendant des années, gagné plein de titres avec Mercedes. Donc c'est assez cocasse. On a quelques invités en or. Alors je me disperse un petit peu dans mon Tsunoda, enfin dans mon conducteur, je veux dire. Enfin, c'est un petit conducteur, je me suis fait, et je l'appelle le Tsunoda parce que c'est un petit conducteur. J'aurais pu l'appeler De Vries aussi, parce que c'est aussi un petit conducteur. Ou Takuma Sato. Donc on a un découpage très intéressant en 4 épisodes qui est très intelligemment découpé, où on va avoir tout d'abord toute la phase un peu d'exposition du contexte, de comment on passe d'une écurie Honda qui meurt en fin d'épisode à une écurie Brawn qui gagne, qui rafle tout. Ensuite, un autre épisode qui continue sur la domination de Brawn, qui va continuer également un peu plus à exposer comment les rivaux sont passés de meilleurs amis de l'écurie à pires ennemis, puisque je rappelle que ça a été vraiment incroyable. Toutes les équipes à l'époque, et c'est vraiment pour dire à quel point c'est exceptionnel, il le souligne même dans le truc, toutes les équipes se sont soutenues, ont fait front commun pour aider Brawn Grand Prix à être sur la grille, en essayant de leur trouver des solutions. Notamment, on parle de McLaren qui a accepté d'enfreindre, pas d'enfreindre, mais de revoir son contrat avec Mercedes, puisqu'ils avaient un contrat d'exclusivité avec Mercedes. Mercedes pouvait uniquement leur fournir des moteurs à eux, et ils ont accepté d'ouvrir cette clause pour permettre à Mercedes de fournir Brawn. À la fin du Grand Prix d'Australie, Brawn gagne, et à la fois il y a tout le monde qui tire la gueule parce qu'ils se disent ok, on a fait une boulette de calcul, et en même temps il y a tout le monde qui applaudit parce que tout le monde se rend compte que quand même l'équipe sort de nulle part, quoi. On a notamment Luca Di Montezemolo qui était à la tête de Ferrari à l'époque, et Christian Horner qui était directeur de l'écurie Red Bull à l'époque et qui l'est toujours aussi, qui nous racontent un petit peu leur point de vue de cette évolution inattendue. Ensuite, évidemment, toute la politique qui entre en jeu, et ça c'est un aspect que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est un aspect qu'on voit très difficilement de l'extérieur. Il y a tellement de rumeurs à droite à gauche dans les articles c'est souvent difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et là, on a les points de vue des protagonistes qui viennent chacun nous donner leur vision des choses. Il y a évidemment, dans cet épisode, il est question des doubles diffuseurs. Le double diffuseur qui a été un des éléments qui a aidé Brawn Grand Prix à remporter.
temps de course. Et en plus, ils ont vraiment, je trouve, la classe de pas prendre le spectateur pour un demeuré ou pour un intello, en expliquant très simplement ce qu'est un double diffuseur. Vraiment, l'explication, je pense que n'importe qui avec un regard très technique dira « c'est ce que j'aurais dit pour l'expliquer en 2 phrases », et n'importe qui comprenant rien dira « ah ouais, ça va, je vois l'idée ». Donc c'est très bien apporté. Il y a quelques précisions techniques qui sont apportées un peu tout au long de la saison, qui sont super intéressantes, sans jamais vraiment être encombrantes. C'est pour ça que je sais plus quel ingénieur explique ces trucs, mais vraiment le gars est génial dans sa vulgarisation. Et du coup, qui nous explique qu'ils avaient ce problème de double diffuseur que les autres équipes n'aiment pas. On avait, bien évidemment, on l'oublie trop souvent, Toyota et Williams qui avaient aussi ce système. Mais vu que eux ils gagnaient pas, ça faisait chier moins de monde. Ça aussi, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Ils te montrent textuellement le règlement, ils te le lisent, ils te disent le règlement dit ça. On a Ross Brown qui est là et qui nous dit le règlement, il dit qu'il faut faire ça et qu'on n'a pas le droit de faire ça. Du coup, on s'est dit que rien nous interdisait de faire ça. Et en face, t'as Christian Horner qui fait « On est en train de débattre de la notion de ce qu'est un trou ». Et j'adore vraiment un petit peu ce contraste des choses et qui permet de vraiment comprendre les 2 points de vue. C'est souvent quelque chose qui manque dans pas mal de trucs en général sur un peu ce qui est narratif en Formule 1. Donc là, ça fait très plaisir d'avoir un peu un regard un peu neutre de tout le monde. On a aussi un 3e épisode qui est plus centré un petit peu sur les difficultés qu'ils affrontent au fur et à mesure de la saison. On a la rivalité naissante un peu entre Barrichello et Button, qui est un peu oublié. Rubens Barrichello, c'est un personnage un peu oublié de 2009. Et de le revoir, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'on l'oublie. On l'oublie très souvent. Rubens Barrichello, c'est ce pilote qu'on dit il fait partie de ces numéros 2 qui n'ont jamais été vraiment très crédibles. Mais ce documentaire remet vraiment un peu en avant à quel point Barrichello, c'est un gars sérieux. Le mec, c'était déjà un papy sur le plateau. C'était le vétéran, je crois déjà à l'époque. Il avait battu le record Grand Prix en Formule 1. Il était quand même un candidat sérieux. On a le point de vue de Barrichello qui est extrêmement frustré, qui n'a pas peur de s'affirmer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé avec Barrichello, c'est que c'est le gars qui il disait ce qu'il avait à dire et il se laissait pas marcher dessus. Et il y a du coup cette menace en même temps des Ferrari, McLaren qui reviennent, de Red Bull qui est une menace constante. Et puis on a la conclusion sur la victoire, le titre de Brown, de Button. Aussi, on entre vraiment... Enfin, Button se confie sur tout ce qu'il a dû affronter, à quel point il est entré dans une phase où il n'avait plus confiance en lui, il était au fond du gouffre. On mentionne également ceux qui l'ont vécu la saison à l'époque, tout le monde s'en est rendu compte, mais sa relation avec son papa qui est magnifique. On a aussi en guest Anthony Hamilton, le papa de Lewis, et qui était aussi très présent dans les paddocks à l'époque. Et il raconte qu'avec papa Button, ils étaient bien copains tous les deux, qu'ils s'entraidaient souvent dans leurs jeunes années. Et il y a cette séquence vraiment intéressante où quand Button arrive au Brésil, il est pas bien du tout, il a une mauvaise qualif, il y a les médias brésiliens qui l'humilient, mais vraiment, c'est... Je te jure, quand tu regardes la scène, ça énerve. Ça énerve, t'as envie d'aller les taper, les gars. T'as envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, quoi ? À quel moment... c'est vraiment du harcèlement et de l'humiliation, ce qu'ils font subir à Button. Et du coup, il y a le père de Button qui est là, qui raconte un petit peu ce qui s'est passé. Et Keanu Reeves fait venir Anthony Hamilton, il l'interviewe, il lui dit... Anthony Hamilton dit, je sais pas ce que lui a dit son père, mais moi, ce que j'aurais dit à Lewis, j'aurais dit si, ça. Et ensuite, on va vers Button, puisque son papa est décédé, et on lui demande, qu'est-ce que ton père t'a dit ? Et c'est exactement, à quelques mots près, la philosophie qu'Anthony Hamilton était en train de partager. Donc, vraiment plein de petits bons moments dans cette série, beaucoup de belles émotions, des moments très drôles, et je voulais en venir, puisque... le meilleur guest de toute la série,
Bernie Ecclestone, voilà. Faut le dire, il y a un moment où le mec, il a plus de 90 ans, ça reste le boss du game. C'est-à-dire que ça fait 90 ans que le mec, il fait un jeu de rôle et il a jamais cassé son personnage une seule fois. C'est incroyable. Je veux dire, quand tu l'entends parler, tu te dis... Je suis sûr qu'il y a cette scène, où Ecclestone balance le plus naturellement du monde en parlant de l'association des écuries, parce que je rappelle qu'en 2009, pardon, il y avait énormément de tensions politiques parce qu'il y avait les accords Concorde qui allaient être renouvelés. Et au milieu, il y avait Bernie Ecclestone qui essayait un peu de manipuler tout le monde, les équipes qui faisaient la menace de créer leur propre championnat, et Bernie Ecclestone qui te balance le plus naturellement du monde. Le problème avec les associations des équipes, c'est qu'ils n'ont pas de burn. Et en fait, t'as Keanu Reeves qui... même le mec, tu vois, il a joué je sais pas combien de rôles, John Wick, Matrix, tout ça. Même le mec, il s'est dit, c'est bon, je te donne l'Oscar, t'es trop fort. Et c'est pour ça que là, je fais une digression, mais mon petit Felipe Massa, qui a lancé toutes ces procédures juridiques sur une connerie que Ecclestone a balancée en début de saison. À quel moment tu prends ce personnage au sérieux? Bernie Ecclestone, quand tu le regardes, tu rigoles. C'est un clown. Le mec, tu rigoles. Faut pas le prendre au sérieux, Bernie Ecclestone. Même, il en rigole à un moment. Je sais plus vraiment la question. Il dit « Ah, mais parce qu'il y a ça ?» Mais genre, le mec qui connaît rien. Et là, il y a Keanu Reeves. Il fait « Oh, mais si, tu sais, là, ça attaque. » Il commence à expliquer. Et Ecclestone, il fait « Non, mais... » Genre en mode, je sais, mais je fais genre, tu vois. Et c'était très, très bon. Bernie Ecclestone, à ne pas prendre au sérieux, ne pas l'oublier, faut pas le prendre au sérieux. Et quand tu le prends au second, troisième degré, tu rigoles très, très fort à chacune de ses interventions. Quand tu as littéralement tout le monde qui dit « Ah, Bernie nous a fait ça. Ouais, Bernie nous a dit de dire ça et on a fait ça. Ouais, Bernie, il nous mettait un peu la pression. » Ensuite, tu vas vers Bernie. « Alors, comme ça, t'as fait ça aux équipes ?» Et Ecclestone, il fait « Non. » Voilà, c'est merveilleux. Rubens Barrichello, j'en parlais, aussi très, très génial à écouter. Il est franc, il est honnête, il est direct. Il dit les choses. Il y a aussi le petit épisode avec Felipe Massa, justement, là par rapport à l'accident, puisque il s'est pris le ressort de la Braun de Barrichello. Il parle un petit peu de son sentiment horrible, parce qu'il a eu un début de saison très poissard, Barrichello. Il lui arrivait, toutes les postes mécaniques lui tombaient dessus, toutes les mauvaises stratégies lui tombaient dessus. Et ensuite, il y a Barrichello, Massa, pardon, qui était un petit peu son poulain, hein. C'était le Brésilien montant, c'est lui qui l'avait remplacé chez Ferrari, il avait joué le titre la saison d'avant, tout ça, ils sont très copains tous les deux, et il y a cet accident, et Barrichello raconte qu'il il se sentait extrêmement coupable de tout ce qui arrivait, pas seulement parce que ça venait de sa voiture, mais il se disait, mais pourquoi en fait, pourquoi ça arrive à moi? Et donc, il y a eu ces moments un petit peu très, très touchants. C'est vrai que de revoir l'accident de Massa aussi, les images ont vieilli, puisque ça fait 14 ans, on les connaît toutes, mais l'accident reste très brutal. Enfin, de voir comme ça un pilote en pleine ligne droite perdre connaissance et taper le mur, c'est pas tant le choc qui est violent, mais c'est juste d'avoir conscience que ce petit truc, le mec, il perd connaissance, il est à 3 mm de perdre un œil. Enfin, ça, voilà, il y avait un peu tout ce contexte qui est rappelé et qui apporte un peu d'émotion, mais qui est toujours apporté avec pudeur, je trouve. C'est pas tire-larme. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément par rapport à d'autres documentaires, mais je pense pas qu'à Drive to Survive, qu'on peut voir ou qu'on a pu voir sur la F1. Donc c'est toujours très pudique dans les émotions, mais ça n'a pas peur d'exposer les choses comme elles sont et de nous faire sourire quand Button devient champion du monde,
ressentir de l'empathie pour Barrichello ou Vettel, par exemple. Enfin, c'est plus Barrichello qui est mis en avant, parce que Vettel, on ne le voit pas. Mais moi, vraiment, le très gros point noir, je vais vous le dire cash, très gros point noir du documentaire pour moi, et je le pardonne pas, et je sais pas si je le pardonnerai un jour, mais vous voyez, ça me met en colère d'en parler. On a le Grand Prix d'Allemagne. Barrichello part deuxième sur la grille. Je suis énervé, pardon. Il prend la tête au départ. Et finalement, il termine 14e. Enfin, le rythme de course de la Brawn n'était pas bon. Et vous savez, c'est quoi, moi, qui m'a énervé? C'est qu'on dit, bah voilà, Red Bull gagne et Brawn marque presque pas de points ou 0, je sais plus. Ils n'ont pas mentionné la première victoire de Mark Webber. Pas un mot, et là, j'admets que je... Ouais, je vais éviter d'y repenser parce que ça va m'énerver. En plus, il y a Weber qui est là aussi, il fait 2-3 interventions. Donc, ouais, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal qu'on n'ait pas le moindre mot sur le fait que Mark Webber ait remporté une course de manière très, très stylée. Mais bon, si on met ça de côté, c'était vraiment excellent. C'est une expérience que je recommande chaudement. Si vous ne l'avez pas encore tenté, vous pouvez l'essayer en solo, avec des amis ou avec une compagnie plus intime, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est une expérience à tenter. Alors naturellement, pour le moment, c'est sur un service de streaming qui s'appelle Disney, Disney+. Ça doit appartenir à Canal parce qu'il y a un plus à la fin. Et bon, ouais, je sais, hein, j'ai aussi vécu des heures sombres dans ma vie. Je sais que lâcher 7-8 euros comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais si jamais vous le mettez dans la balance, dites-vous que c'est à peu près l'équivalent d'un ticket de cinéma. Hein. Donc, tu prends un mois d'abonnement, tu regardes le truc et tu te casses. Si tu peux te le permettre, t'auras ça. Je crois pas qu'il y ait d'autres contenus sur la F1, mais il y a des trucs sympas. Genre des vieilles séries. Moi, je regarde que des vieilles séries parce que tout ce qui sort après 2010, je peux pas. Ah, je peux pas. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Enfin voilà, c'était une petite émission hors sujet. J'espère que ça fera des vues, que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à booster l'algorithme, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Non, je rigole. Voilà, non, mais c'est... je pense qu'il n'y a que des retours positifs pour le moment. Donc je me dis que ça peut être intéressant d'avoir divers points de vue, puisqu'il y a toujours des gens qui n'aiment rien. Moi le premier, hein, mais pour le coup, ça j'ai aimé. Donc ça va. Des gros bisous. On se retrouve... peut-être un jour si je suis toujours en vie demain. Et à bientôt.